On peut commencer avec le premier sujet. Du coup, Jérémy, je te laisse démarrer. Alors, juste, tu voulais partir Ok. d'un point de départ qui est ton article de 2020 sur Drew Holiday et son trade aux Bucks. Ouais, alors en fait, je vais déjà partager le lien. Ça peut aider, même si clairement il est trop long pour être lu en même temps. Mais en fait, en 2020, il y a le trade de Jrue Holiday qui part des Pelicans et qui finit aux Bucks. Et en fait, à cette époque-là, pour moi, ça a marqué un tournant parce que ça faisait bien 2 ans que on voyait que la nouvelle norme, en fait, allait chercher un joueur qui était superstar, soit en fait juste un très bon joueur. C'est devenu d'aller chercher souvent 4 à 5 tours de draft de l'équipe avec laquelle on allait monter l'échange et parfois de préférence des tours de draft qui étaient assez lointains. Donc c'est pour ça qu'en 2020, on a vu notamment les Bucks donner des tours de draft qui étaient, je crois, de 2027. Et en fait, je trouvais que ça marquait un tournant qui avait comme premier modèle en fait le trade des Celtics. Non, je ne vais pas parler de Rudy Gobert, hein, Guillaume. Le trade des Celtics qui avait en fait récupéré, on va dire, le futur des Nets et qui continue, je trouve, en fait, qui ont fait leur reconstruction à partir de cette de grande manne de tour de draft qu'ils possédaient et qui ont pendant longtemps, grâce à ça, en fait, été en position de récupérer. En fait, ils ont été dans toutes les discussions de gros échanges qu'on a eu à la fin de 2010, que ce soit Paul George, Kawhi Leonard, Anthony Davis. Parce qu'ils avaient tellement de tours de draft, à la fois des Nets qui avaient un gros potentiel, tout en gardant les leurs, qu'ils étaient vraiment en position de reconstruire. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, en fait, toutes les équipes qui passent par une phase de construction euh, ont récupéré ce modèle-là avec comme chef de file le fondeur de qui a réussi à très bien transformer les échanges de Paul George et de Russell Westbrook, notamment pour récupérer à un moment donné, je crois qu'ils avaient plus d'une trentaine de tours de draft d'autres équipes, dont une bonne partie de premiers tours de draft. On pourra voir un petit peu plus en détail dans le cas du Thunder ce que ça veut dire, par exemple, sur les années à venir. Pareil pour les Pelicans qui ont bien géré la fin de l'ère Anthony et qui ont également bien géré le départ de Jrue Holiday parce qu'à l'époque, je pense pas qu'on s'attendait à ce que Jrue Holiday vaille 4 tours de draft plus des joueurs qui avaient un potentiel correct en retour. Et en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui, maintenant que ces équipes, je trouve, commencent à arriver à maturité, euh, ce serait de voir en fait ces équipes utiliser cette masse d'assets qu'elles ont accumulés pour aller chercher des joueurs de valeur. Et c'est là que je veux voir un petit peu ce que vous en pensez notamment, c'est que par exemple dans le cas du Thunder, qui je trouve est structuré autour d'un Shai Gilgeous qui arrive à maturité et qui me semble vraiment prêt à l'idée une équipe. Est-ce que pour vous ça aurait pas du sens? Ok, maintenant qu'il y a un nouveau joueur de disponible sur le marché et qui correspond à peu près à ce dont on a besoin, est-ce que ça vaut pas le coup de bazarder 4, 5, 6 tours de draft pour aller enfin passer un cap, quoi? Est-ce qu'il y a Euh, un ordre pour commencer ou on peut... vas-y, AZ, si tu veux répondre. Guillaume parle En de fait, je me Lillard demande... dans le chat, évidemment. Ouais, je pense que c'est un peu la réponse évidente, mais tu vois, je me demande, est-ce que Lillard... Enfin, je me demande avec le poids de la volonté de Lillard d'aller à X ou Y endroit, est-ce que c'est possible? Et aussi, je me demande à quel point c'est dû en fait bah, voilà, à l'environnement et à l'intersaison dans laquelle il tombe, quoi. Est-ce qu'ils se disent pas justement la prochaine intersaison, ce sera plus utile de les utiliser? Est-ce qu'ils attendent vraiment juste l'occasion parfaite ou est-ce que c'est juste que même l'occasion presque parfaite s'est pas présentée comme elle avait pu se présenter pour les autres équipes avant? Donc je sais pas trop dans quelle position ils sont OK ici. Mais je suis pas sûr qu'ils soient vraiment attentistes. Je pense qu'ils ont juste pas envie de se planter et que d'un autre côté, ils sont pas en train de créer une culture non plus de la loose parce que ça a jamais. Enfin, il y a eu une année très basse, mais sinon ça a jamais été c'est jamais allé trop loin dans la culture de la loose. Enfin, c'est pas Détroit non plus. Et du coup, vu qu'il y a quand même un élan positif, je pense en tout cas de ma perception, c'est qu'ils attendent vraiment l'occasion parfaite plutôt que l'occasion moyenne ou l'occasion juste positive, quoi. Ouais, je suis d'accord Donc voilà un peu là-dessus. comme je le vois, ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Il y a peut-être un manque d'opportunité aussi pour aller chercher une superstar. Il y a eu, les dernières, c'est KD qui a été tradé. Il y a eu Bill, mais avec sa no trade clause, il a littéralement choisi où il allait. Là, c'est Lillard où il veut aller qu'à Miami, il veut aller chez un contender. Donc,
Il y a ce problème-là aussi. Et il faudra voir par la suite ce qu'ils peuvent aller chercher. Après, est-ce que, vu le nombre de tours de draft qu'ils ont, est-ce que ce qu'ils pourraient pas justement surpayer un petit peu pour un joueur, par exemple, je sais pas, OG Anunoby ou ce genre de joueur. Alors, on n'est pas sur le même niveau de joueurs, hein, forcément, mais d'aller chercher plusieurs très bons role-players pour entourer Shea et pour justement passer ce cap-là, quoi. Ce cap Et c'est d'aller en playoff. c'est sans doute d'ailleurs plus ça le sujet, enfin, il me semble, on peut se poser la question, que de récupérer un gros joueur parce que le mouvement que tu décris, Jérém, il est quand même corrélé à un peu un changement dans les trades aujourd'hui même si ça a quelques années, qui est que les stars choisissent un peu les endroits où ils veulent aller. C'est-à-dire que les franchises ont complètement compris qu'elles n'ont pas intérêt à aller prendre un gars qui n'a pas envie de venir. Dans le cas du Thunder, on n'est pas sur une ville qui est très attractive, on n'est pas sur une franchise qui historiquement est très attractive, même s'ils ont déjà réussi à récupérer Paul George. Mais je ne sais pas aujourd'hui si les équipes elles peuvent réellement prendre le joueur qu'elles veulent, sachant que souvent les grosses stars mettent des grosses barrières. Et effectivement, ces pics de draft, est-ce qu'ils sont pas un peu plus faits pour aller choper des assets? En plus, dans le cas du Thunder, c'est intéressant parce qu'on a Shea, enfin des assets, genre des joueurs de complément. Et là, c'est là où on peut se poser la question sur aller chercher des joueurs de complément. Est-ce qu'il faut mieux servir des pics pour les envoyer ou est-ce qu'il vaut mieux les garder? Euh, Moi, il me Ouais. semble que ça se pose un peu plus en ce sens. Alors, moi, il y a deux trucs par rapport à ça. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les superstars vont avoir tendance à choisir leur destination. Néanmoins, par rapport à ça, j'ai quand même l'impression que c'est souvent des joueurs qui ont la trentaine passée, des joueurs qui sont vraiment sur la dernière ligne droite, qui sont au dernier moment de leur carrière où ils seront au sommet. Et c'est pour ça qu'on a des joueurs comme Lillard, qui cherchent un petit peu à pousser des destinations où ils savent qu'ils seront compétitifs. Mais je pense que sur des joueurs plus jeunes, euh, il y a moyen de faire des choses. Et c'est pour ça que, par exemple, Paul George, je pense qu'aujourd'hui, il voudrait choisir sa destination, alors qu'à l'époque, quand le Thunder est venu le chercher, non seulement il a fait une saison, mais en plus, il est resté. Je pense qu'il est plus parti parce qu'il a vu qu'avec Russell Westbrook, il n'allait pas plus loin qu'un premier tour de draft, que réellement parce qu'il se disait que le Thunder n'était pas une destination pour lui. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Mais je suis d'accord aussi avec Azad que pour moi, il n'y a pas eu l'opportunité. Par contre, je pense sincèrement que il va falloir bouger d'ici une ou deux saisons s'ils veulent profiter de ces tours de draft. Euh, Par exemple, quand on prend l'exemple de Boston, il y a quand même une frustration qui est restée de se dire que ils ont dilapidé énormément de ces tours de draft qui avaient de valeur à l'époque pour des joueurs qui des fois ne sont plus en NBA aujourd'hui. Et en fait, le sujet de l'article, c'était un peu ça, c'est de dire qu'en fait, ces tours de draft-là, ils auront jamais plus de valeur qu'un an ou deux avant l'année de la draft. C'est-à-dire que quand tu sais que tu peux pick 3 ou 4 joueurs, par exemple dans la draft de l'année prochaine, c'est énorme. Par contre, quand tu as 3 drafts entre 20 et 30, on va dire que la valeur de ces picks-là est beaucoup moins importante. Donc je pense que en vrai, le jeu pour le Thunder et aussi pour les Pelicans qui sont dans la même situation, c'est d'aller chercher les joueurs qui leur manquent avant que ces pics deviennent en fait des pics 18, 22, 25. Et que là, en fait, ils récupèrent juste des futurs role-players ou sur un coup de chance un bon joueur. Mais du coup, je pense que le temps presse. Et je sais pas, moi à l'époque, les Celtics qui disaient non, on refuse de mettre Jalen Brown ou on refuse de donner plus de deux tours de draft, alors qu'ils auraient pu avoir des Anthony Davis, des Kawhi Leonard, bah, ils ont rarement récupéré en contrepartie autant de valeur avec leur tour de draft que ce qu'ils auraient pu avoir, quoi. Ouais, mais Ouais, c'est après, aussi. entre ce qui avait été demandé aussi à Danny Ainge et par rapport au trade de Boston, enfin pas pour le protéger, mais il y a des fois aussi où c'était souvent les deux Jay qui étaient demandés contre une star. Et je pense qu'il a choisi de garder les deux plutôt que d'aller prendre une star, après à tort ou à raison. Mais là où ils sont plus plantés, à la limite, c'était sur peut-être Kevin Durant l'année dernière de pas avoir appuyé sur les gâchettes plus tôt pour au final, ils ne voulaient pas envoyer Smart contre Durant et ils l'ont envoyé contre Porzingis. Donc juste pour remettre dans le contexte des Celtics et après je la boucle un petit peu. Mais après, dans le cadre des Celtics, est-ce que c'est vraiment des pics qui servent à rien? Les Celtics, entre 2014 et cette année, je crois, j'ai compté tout à l'heure, c'est 30 tours de draft, donc c'est à peu près 50% de chance de plus de récupérer un bon joueur. Et je pense que les franchises, elles réfléchissent aussi comme ça, c'est-à-dire qu'elles se disent c'est là, dans la masse qu'on va trouver des bons joueurs. Et c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas trade ces pics-là à l'époque, qu'ils ont réussi à trouver, Marcus Smart c'était très tôt, mais des Jalen Brown, des Jason Tatum, des Grant Williams, des Robert Williams.
Et peut-être qu'ils ont essayé de continuer d'être dans cette logique-là pour aller récupérer des joueurs qui ne sont pas des superstars comme pourrait le faire OKC. Peut-être que la logique qu'on les franchit, c'est aussi de se dire on va empiler les tours de draft parce qu'en fait, par probabilité, on augmente nos chances de trouver un bon joueur. Et en soi, dans la période qui passe l'arrivée de Robert Williams à peu près, même si on peut compter aller à la limite jusqu'à Jason Tatum, il me semble que les pics de Boston, ils commencent à descendre, ils en ont plus tant que ça en fait. Regardez l'année où ils ont énormément de pics, c'est en 2016, ils en ont 8. Mais après, t'es à 3, allez 3, 2, 3, je crois que même les 2 dernières années, ils en ont qu'un seul. Finalement, t'en as pas tant que ça. Donc peut-être que Ouais. la logique d'OKC, c'est aussi de se dire, on va juste jouer avec la masse, quoi, avec la probabilité en fait. Ouais, alors du coup, quand tu es en train de construire, admettons par exemple à l'époque le process avec Saminki, qui lui se dit je veux chercher en fait des joueurs à construire, je comprends la logique de se dire plus je draft et plus j'ai de chances à un moment donné d'avoir deux potentiels franchise players dans mon effectif. Mais quand tu disposes déjà de ce joueur-là, c'est là que je trouve que ça devient plus délicat de continuer à parier sur des potentiels alors que tu as des joueurs des fois confirmés qui te permettraient dès maintenant d'être prétendant au titre sans pour autant des fois de te dégarnir de deux trois joueurs que tu avais envie de garder. Mais en gros, voilà, moi c'est un petit peu ça que j'aimerais voir de la part des Pelicans ou du Thunder. C'est juste à un moment donné de se dire, ok, la patience bien, mais mon cycle, en fait, il sera pas infini, quoi. Et des fois, vaut mieux prendre que juste de jouer sur cette masse en se disant, il y en aura bien un qui va tomber top 1, et dans ce top 1, on aura bien, enfin, top 3, et dans ce top 1, on aura bien une fois un franchise player, quoi. Voilà, c'est tout. Mais par contre, pour les Pelicans, là où je comprends que c'est plus délicat, c'est qu'il y a vraiment cette question de est-ce qu'on a le franchise player, vu que Zion Williamson ne joue qu'une saison sur deux et encore. Mais dans le cas du Thunder, je trouve qu'en fait, maintenant, il pourrait y aller. Et j'espère qu'à partir de cette saison, on va commencer à les voir plus agressifs, quoi. Mais est-ce que ils sont sûrs qu'ils ont leur franchise player au final OKC? Ah, ça, c'est un autre débat, du coup. C'est un autre débat, mais je pense que SGA, il a quand même montré pas mal de choses cette saison et même la saison précédente. Je pense que tu peux te dire que d'ici 2-3 ans, il peut vraiment être un top 10, top 5 dans la ligue. Et qu'ils peuvent parier là-dessus et se dire, bon bah allez, on y va avec lui et puis on entoure lui. Je pense que c'est une possibilité. Je suis un peu d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, si tu regardes les joueurs, je crois que moins de 25 ans, hein, SGA, il fait partie de ceux que tu imagines être top 5, top 10 de la ligue dans les années à venir. Donc clairement, en mon sens, ouais, ça fait partie des joueurs sur lesquels tu te dois de parier. Euh, à moins vraiment d'être vraiment dans la recherche de la perle rare, mais je trouve, si c'est le cas, le pari très risqué, quoi. Dans ton article, tu évoques aussi la question des agendas des équipes. Faut Ouais. peut-être aussi. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, hein. Je viens plutôt essayer de mettre un peu les arguments qui peuvent être en opposition avec la multiplication, etc. Mais est-ce que l'agenda du Thunder aujourd'hui, c'est d'aller chercher un Lillard qui a déjà 30 ans? Est-ce que cette équipe, elle est capable, par exemple, tu rajoutes une superstar comme Lillard, est-ce qu'elle est vraiment capable de jouer le titre à 1 an, 2 ans? Après, Lillard, il commence à vieillir, à passer un cap d'âge avec un contrat pourri en plus. Il y a peut-être un peu une question aussi d'agenda pour cette équipe. C'est peut-être un peu tôt. Et c'est là où je trouve que ce que tu présentais dans ton article est super intéressant. C'est quel tour de draft tu gardes et quel tour de draft tu peux bazarder, quoi. Parce que peut-être que leur fenêtre, il faut peut-être attendre encore 2 3 ans avant de vraiment rajouter une pièce qui, dans 1 an ou 2 ans, peut te faire gagner. Parce que tu gagneras pas un titre. Dans 2 ans, la majorité de l'effectif, ils auront moins 25 ans. Tu gagnes pas un titre avec des joueurs de cet âge-là. Ouais, bah alors là, tu touches à un sujet qui moi, me plaît beaucoup, c'est la notion de timeline. C'est vrai que là, si on pense à un trade actuel, on pense à Lillard parce que c'est un petit peu le gros poisson qui est disponible. Je fais partie des gens qui considèrent que si tu as une équipe qui a 24-25 ans de moyenne, ajouter un joueur de quali franchise player de 33 ans, c'est pas forcément ce que tu peux faire de mieux à moyen terme. Donc là, je suis d'accord avec toi que je suis pas sûr que je bougerai pour aller chercher Damian Lillard en l'état. Par contre, l'idée, c'est de dire qu'il y aura d'autres opportunités et que c'est à partir de ces nouvelles opportunités, notamment si c'est un joueur, je pense, qui vient jouer sur les ailes ou en intérieur, que tu as vraiment un gros coup à jouer. Mais oui, je suis pas sûr non plus que j'irai chercher Damian Lillard, sachant que il a 33 ans et que je Ah sais pas ouais? combien de grosses années il lui reste, quoi. Alors Guillaume ne vous Franchement, comprend ah pas, il ouais. dit que vous êtes fou. Guillaume, on est fou, j'ai vu, ouais, ouais, ouais. Mais Mais Guillaume, il s'en ça fout, me, lui, de ça. Faire ça me jouer fait des un peu chier grandataires avec des d'être autres.
ça me fait un peu chier d'être d'accord avec Guillaume, mais en vrai, si Lillard il rajoute OKC à la liste de ses destinations, euh, vous faites pas le move. Après, on va savoir ce qu'il faut lancer, mais enfin, si t'envoies quasiment que des tours de draft, l'effectif reste à peu près le même côté d'OKC, euh, et tu Après, rajoutes Lillard, vous pensez pas qu'il y t'es a, quand il y a même pas une obligé place d'envoyer pour le du titre? salaire. T'es quand même obligé d'envoyer du Ouais, salaire. Donc, sachant que mais OKC a bon, pas de joueurs à très gros salaire, donc en fait, t'es obligé d'envoyer quand même facilement 3 joueurs pour match. Donc tu chamboules quand même un peu l'effectif. Après, je pense qu'il y a moyen, dans ce cas-là, sur des échanges de cette envergure, de faire oui. rentrer plusieurs équipes et d'arriver à trouver un équilibre où tout le monde va gagner quelque chose. Euh, Euh, Apporter une star, je sais pas si apporter une star dans un groupe de jeunes, ça a un mauvais impact sur le moyen terme. Enfin, en plus, bah après c'est un rôle différent, mais la pige de Chris Paul à OKC, elle a pas apporté du négatif. Ils ont même plutôt bien fait, ça a permis d'apporter une certaine transition. Et là, ça serait un step au-dessus, mais ça, tu rentres dans, bah en fait, t'es probablement la deuxième meilleure équipe à l'Ouest si tu rajoutes Lillard. En tout cas, t'es dans l'élite de l'Ouest. On a essayé de faire un petit peu les groupes d'équipes contenders, etc. La semaine dernière pour préparer les previews. En vrai, tu les mets entre les contenders et les top équipes à l'Ouest. Le OKC avec un Lillard en plus. Lillard l'année dernière, c'est genre minimum top 10 joueurs Oui, oui. de la ligue. Je suis pas sûr que la question se pose comme ça pour ces équipes. Parce que Hmm. cette logique-là, avec la multiplication des tours de draft, c'est quoi? Moi, il me semble que c'est quand même un peu la fin de la moyennisation des équipes. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'éviter ce truc-là, là, d'être dans le ventre mou. Pour moi, si tu rajoutes Lillard à cette équipe, ok, tu feras peut-être une bonne saison régulière, quoique l'association Lillard-Shai, ça peut quand même poser question. C'est deux joueurs qui ont quand même beaucoup besoin d'avoir la balle et je sais pas si leur besoin c'est ça. Mais pour moi, tu peux pas jouer le titre, tu vois. C'est-à-dire que tu vas peut-être jouer une bonne place en saison régulière. Deuxième, moi je trouve que tu vas un peu haut, mais surtout tu vas pas jouer le titre avec un groupe aussi jeune, c'est pas possible. Donc là pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Jérém, c'est qu'est-ce que tu vas chercher si tu vas chercher Lillard? Quand tu allais chercher Chris Paul à l'époque, ça te coûte pas grand-chose, c'est un vétéran qui vient encadrer un groupe, il se trouve qu'en plus il fait une super saison. Quand tu vas chercher Lillard, bon déjà je pense qu'il aura pas envie de venir parce que lui il veut une vraie chance, mais tu peux pas jouer le titre en fait. Enfin moi je vois pas du tout cette équipe avec Lillard en plus jouer le titre, il faudrait rajouter encore peut-être deux, trois joueurs, voire bazarder quelques jeunes quoi. Bah, c'est là que justement, est-ce que c'est pas justement le moment de all-in? Et t'envoies 5 picks pour Lillard, t'envoies 4 picks pour. Enfin, 3 ou 4 picks pour Anunoby, ouais, tu construis ton équipe comme ça. Bon, hein, c'est facile dit comme ça, mais est-ce que justement c'est pas le moment d'aller chercher en plus les pièces qui te manquent C'est la dans quoi. ton effectif pour jouer, pour pouvoir être contender dès la saison prochaine? Après, je pense que NFAB aussi a un point, c'est que dans ces cas-là, on essaie de trouver un truc qui, philosophiquement et de créer une généralité, mais en fait, c'est un petit peu du cas par cas. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple de Chris Paul, on peut même parler de l'exemple de Chris Paul aux Suns, où l'équipe est passée on est 12-13e à l'ouest à on est un prétendant au titre, et l'équipe a réussi à construire autour de ça. Mais après, des exemples aussi où en fait, tu viens amener un énorme mais qui a déjà 33-34 ans, qui va permettre de passer à l'équipe de un ou deux caps d'un coup, mais qui après, en fait, au moment où l'équipe va être prête pour le titre, lui sera sur la descendante. Moi, c'est plus ça qui me gêne, c'est-à-dire qu'à court terme, j'ai aucun doute que si tu vas chercher Lillard aujourd'hui et que tu le mets dans l'équipe du Thunder, le résultat, il va être très sympa et l'équipe va vraiment progresser de manière significative. Par contre, comme dit Benjamin, le moment où tu vas vouloir jouer le titre, si tu le joues pas l'année même, est-ce que dans quelques années, quand ton équipe sera prête de manière collective, est-ce que Lillard sera encore dans l'équipe? Est-ce que c'est pas des assets que tu aurais préféré avoir à ce moment-là ou des Est-ce que t'as joueurs que pas tu un préférais contrat à la avoir con qui traîne en plus? Ouais, ouais, bon, ça après, comme on a vu, finalement, un gros contrat, les franchises arrivent toujours à trouver un moyen de s'en débarrasser à un moment donné, mais c'est vrai que c'est un risque, quoi. Heureusement que le Jazz existe pour ça. Ouais, voilà. Euh, Il y a Heureusement que Daniel Levy est là, quoi. ATC7CDB dans le chat qui demande, bon ça n'a pas grand chose à voir avec le débat, mais qui demande si Bill a toujours sa no trade clause dans son contrat aux Suns, et la réponse est oui. Oui. Ça reste avec... elle ne disparaît pas après le trade. Et il y a Dimutombo qui nous dit Lillard n'a jamais joué avec un gars du calibre de SGA et il a emmené CJ et Kanter en finale de conf.
C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Quand même, ça reste pas faux. Après, l'équipe un peu complète. Le parcours était quand même particulièrement tranquille, quoi, jusqu'à la Ouais, finale de mais t'es conf. dans une équipe, t'es dans une NBA avec aucun mammouth, donc franchement, tu mets Lila. T'as aucune grosse équipe en NBA. Genre, t'as aucune équipe, tu te dis, là, eux, c'est sûr, ils font finale. Il y en a aucune en NBA actuellement. T'en as même quasiment C'est vrai. aucune où tu te dis, c'est sûr, ils font finale de conf. Donc pourquoi les potentiels OKC de Lillard, ils seraient pas une équipe genre contender? En fait, c'est ça que je comprends pas dans cette NBA actuelle. Non, Ah, mais pas besoin. clairement, je suis d'accord qu'il y a une fenêtre là où tu peux tenter des choses et avoir un shot pour aller loin dans la compétition. Parce que comme tu dis, on n'est pas dans la période qu'on a eu où les Warriors et les Cavs dominaient de manière rageuse. Et je pense que c'est le moment de tenter des trucs. Et c'est pour ça que je trouve que le sujet intéressant, c'est qu'on a deux équipes qui ont un groupe déjà intéressant et qui en fait pourraient vraiment décupler leur potentiel en utilisant ces tours de race là, quoi. Mhm. Hmm. T'as pas d'équipe qui se dégage fortement, Azad, t'as raison. Par contre, quand même, le point commun, on va dire, aller des 4 voire des 8 derniers finalistes de conférence, même si Dallas est un peu une exception l'année dernière, c'est quand même un gros vécu collectif et beaucoup d'expérience. Je pense quand même que le truc un peu qui est en commun là-dedans, c'est pas des effectifs de young core, tu vois. Et pour le coup, le Thunder en est vraiment un. Après, Bah, Quentin, quand Boston, même, ils ils ont ont beaucoup. enchaîné Ouais, mais ils ont enchaîné les finales de conf avec un young core, hein. Enfin, je veux Ouais. dire, et puis si tu rajoutes Lillard, bah déjà c'est plus un young core. Puis SGA, c'est un joueur jeune, mais en fait il a déjà 25 ans passés, ça fait un moment qu'il est dans la ligue. Enfin, les mecs, c'est pas des poussins quoi. Donc et ils sont arrivés avec une équipe en finale de conf Boston, genre bien plus young core que ça. tu Donc parles moi de celle c'est de l'âge de 2018? 2017? ouais. 18, ouais. Ouais. Et 2017, mais enfin, t'as juste un Isaiah Thomas. Mais bon, du coup, enfin, je veux dire, c'est pas un game changer non plus, quoi. Et ça, en finale de conf, en 2018, t'as des rookies et Al Horford et t'arrives aussi. Enfin, je vois pas en quoi l'âge des joueurs de KC plus Lillard pose problème pour pouvoir être contender en vrai. Ça, c'est un peu, je sais pas si c'est pas des biais qu'on a un petit peu, genre de. Parce que c'est souvent arrivé comme ça qu'on pense que c'est une vérité intrinsèque qu'il faut pas avoir un Yonker pour gagner un titre NBA, mais ça peut très bien arriver. Et je vois vraiment pas ça comme un problème au OKC, surtout que c'est une franchise qui sait bien entourer ses joueurs, qui sait bien entourer ses coachs, qui sait créer une bonne culture. Donc moi, enfin, autour de ça, j'ai aucun problème avoir à imaginer un OKC avec Lillard aller gratter un titre l'année prochaine ou au moins une finale de conférence, quoi. Plus que Yonkor, parce que le truc sur lequel je veux insister, c'est plutôt l'expérience collective, à minima, voire des joueurs. Après, tu as raison, Boston, dans leurs premières années, ils sont assez jeunes, ils arrivent quand même à aller assez loin. Aussi, c'est leur limite, à un moment donné. Quand ils jouent les Cavs en 2018, l'équipe des Cavs, franchement, ils doivent les taper s'ils ont plus d'expérience. Et au bout d'un moment, c'est là que se pose la limite, et ils n'auraient jamais gagné en finale contre Golden State. Peut-être aussi à cause de cette raison. Peut-être le sujet, c'est peut-être un peu plus, tu as raison, l'expérience que la jeunesse. Après, le Thunder, par Mais exemple, du coup, pour aller dans le sens, pardon. ouais. Non, Vas-y, ouais. vas-y, vas-y, Pour vas-y. aller dans le sens d'Azad, le cas du Thunder, c'est quand même déjà une équipe qui a réussi à mettre en place une défense, qui joue avec ce groupe-là depuis 2 3 ans. Le truc qui peut être gênant, c'est que par exemple, quand tu vas vouloir construire ce groupe-là, aujourd'hui, Chet Holmgren, tu sais pas trop ce que tu peux attendre de lui. Et il y a encore pas mal de joueurs jeunes qui ont été draftés récemment, donc tu sais pas vraiment où ils vont se situer en termes de niveau. Pour Jeune. autant, si ça clique, cette équipe du Thunder, elle a déjà ce socle défensif et on sait qu'offensivement, ils auraient déjà deux superstars dans l'équipe. Là-dessus, je pense sincèrement ouais, qu'en fait, ils pourraient jouer quelque chose dès maintenant. Après, est-ce que le titre, c'est vraiment envisageable? Je sais pas. Mais la force qu'ils ont, c'est que si on regarde les tours de draft, par exemple, qui sont à disposition, si ils mettent des assets par exemple, sur Damian Lillard, bah, en fait, ils peuvent toujours mettre des assets pour aller chercher d'autres joueurs pour aller compléter ce roster-là. Ouais, c'est ça C'est-à-dire que que je là, si disais on tout à l'heure. regarde, Ouais. Tu en- peux aller chercher du Anunoby, tu peux aller chercher je sais pas, du Siakam, j'ai pas d'autres noms en tête là comme ça, mais tu peux aller chercher justement ce qui te manque pour faire de l'équipe un réel contender. c'est ça. Parce que là, en fait, sur les 3 prochaines saisons, le Thunder aura toujours son tour de draft plus 3 tours de draft d'autres équipes. Et en plus des équipes qui sont plutôt faibles ou qui ont potentiel à devenir faibles dans les années à venir, la prochaine, ils ont un draft de Houston
et de Utah. Donc, en vrai, ils ont des drafts qui sont très attractifs. Et c'est pour ça que je trouve que leur stratégie, c'est un succès. C'est qu'ils ont gardé la main sur les leurs et ils ont récupéré ceux d'équipes qui ont, comme prévu, chuté enfin, quelques années après que les trades aient été réalisés, quoi. Et pour finir sur le sujet, tu disais de l'expérience, Benji, bah, là où ils en manquent maintenant, mais en fait, ramener un gars comme Lillard, ça leur garantit au moins un tour de playoff. Genre, c'est garanti, c'est certifié. Et bah, ça va leur permettre d'en gagner en fait de l'expérience. Parce que là, pour l'instant, ils sont juste sûrs de se battre pour le play-in ou une place dans un premier tour de playoff sans avoir l'avantage du terrain. Et ça te permet d'avoir un joueur comme Lillard, ça te permet aussi d'aller gratter un autre type d'expérience. Donc là où ça avait manqué à Boston, ils pourront en accumuler peut-être plus vite en fait. Donc ouais, bah, moi je sais pas, après peut-être que je m'enferme trop dans mon idée que c'est une bonne idée d'avoir Lillard à OKC, mais en fait j'arrive pas à voir d'aspect négatif. J'arrive pas à voir en quoi c'est négatif à part le fait qu'il ait pas envie de venir, qui est un gros aspect, je veux bien l'entendre, mais surtout dans la NBA actuelle. Mais pour moi, si on savait pas qu'il voulait aller qu'à Miami, ce serait, je comprends pas je vois pas pourquoi tu le ferais pas quoi. Non, je suis plutôt Alors peut-être d'accord avec toi. je vous pose la question dans l'autre sens. À votre avis, pourquoi le Thunder le fait pas? Là, aujourd'hui, je pense que c'est juste la question de Lillard qui a un petit peu fermé la porte, hein. D'accord. Oui. Euh, après, est-ce que Presti veut bouger dès cette année? Je sais pas. Je pense qu'il va être obligé de le faire bientôt, mais je pense que s'il s'est pas mis sur le sujet, c'est soit parce que Lillard a fermé la porte, soit parce qu'il considère qu'ils sont pas prêts euh, dès cette saison, mais sinon, je vois pas d'autre raison de pas le faire, quoi. À moins qu'ils imaginent qu'il y ait un problème de compatibilité entre les deux, mais franchement, ce serait dommage, quoi. Ou qu'on gagne pas un titre avec Lillard dans la première option. Ouais, mais encore une fois, t'as d'autres. Enfin, c'est pas comme si tu jetais tous tes assets, c'est que t'avais plus rien derrière en fait. Ils garderont forcément beaucoup de jeunes joueurs qui auront de la valeur et ils ont énormément de tours de draft. Donc même si l'association Lillard-Shai ne suffisait pas cette année, ils auraient toujours le moyen à la prochaine trade deadline ou l'été prochain de se renforcer à nouveau, quoi. Mhm. Ok. On a Guillaume dans le chat qui nous demande vraie question. Je suis pas sûr que ce soit une vraie question, Guillaume. Il dit vraie question, si vous êtes à OKC et que Jokic est dispo, vous le prenez ou pas? Ou Curry ou Giannis? On est J'hésite, hein, d'accord qu'il j'hésite. Jokic oui, Curry non, Yanis oui. Bah, les trois, oui, moi. Oui, bah oui, oui. Sans hésiter, je pense que les trois, c'est... Non, La moi Curry, question je est le vite prends pas. répondue, comme on dit. Enfin, ça dépend ce qui me coûte, quoi, mais je suis pas sûr que je le prenne Curry. Ouais. Enfin, après, il t'apporte tellement. Ta Curry, c'est quand même encore un step au-dessus de Lillard. Il t'apporte tellement en culture de la gagne Non, et puis, que. Bah, quelle différence avec Lillard? son Pour jeu moi, c'est quand off-ball même un peu le aussi. niveau du dessus, quand même, hein. Jokic, Curry, Yanis, pour moi, c'est un peu le niveau du dessus de Lillard, quand même, hein. Ouais, mais après, est-ce qu'effectivement, dans le cas du Thunder, la différence entre un joueur qui est top 3 et un joueur qui est top 10, est-ce qu'elle est si énorme alors que tu as déjà justement. Bah, t'as trois mecs qui connaissent le chemin pour gagner, hein. Parce que t'as pas d'autre Ouais. effectif. C'est pas le cas de Lillard, hein, quand même, hein. Ah, moi, ça, c'est le genre de truc, je t'avoue que Enfin, la culture de la gagne, tout ça, je suis pas sûr que ça existe vraiment. Par exemple, là, Denver, cette année, gagne le titre alors que dans le groupe, le seul champion, c'est KCP. Je suis pas sûr que c'était vraiment déterminant d'avoir KCP champion pour aller jusqu'au bout, quoi. Je pense que c'est pas déterminant, mais que c'est une pièce en plus qui, quand même, te rajoute un truc sur un joueur, tu vois. Surtout pour un joueur comme Lillard qui effectivement, comme tu le dis, a déjà fait, comme on l'a dit tout à l'heure, a déjà fait une finale de conf, mais a beaucoup buté aussi plus tôt, tu vois. Ouais, mais enfin, je pense qu'il y avait des raisons pour lesquelles il butait. Quand tu regardes les effectifs qu'il a eu, je pense qu'on n'a jamais imaginé le Portland de Damian Lillard déjà aller en finale de conférence. C'est-à-dire que l'année où ils n'étaient pas forcément favoris pour battre Nuggets, alors que c'était une équipe qui avait 22 ans de moyenne, quoi. Ouais, non, je peux entendre. Moi, je trouve qu'aussi dans le jeu de Lillard, je sais pas si le sujet c'est Lillard, mais que dans le jeu de Lillard, il y a aussi une limite sur son côté un petit peu basket à l'ancienne, un peu omnipotent. Et je trouve que généralement, quand on regarde chaque année, la première série, ça se passe bien. Et généralement, il a un coup de mou quand même vers la deuxième partie de la deuxième série qui suit, où il doit faire pas mal d'exploits. Pour autant, il avait quand même à côté de lui des gros porteurs de balles, et son choix n'était pas forcément leur laisser énormément le ballon. Mais bon, après, je suis pas sûr que le sujet, ça soit Lillard, c'est plus que peut faire, notamment en l'occurrence le Thunder. Mais Et il y a bon, c'est un step Demutombo up en dessous, quand même. qui demande et qui vous ne tradez pas pour Lillard dans l'effectif du Thunder? Ah, c'est une bonne question, Giddey, ça. Chet, Williams. Ça, c'est où la limite du jeune que t'envoies là-bas, quoi. Sachant qu'ils vont en demander un. SGA. SGA.
Ouais, t'enverrais Ouais, Guidi Ouais, je suis d'accord, ouais. ou Chet ou Jalen Williams? ouais, j'envoie Guidi, ouais. J'envoie un mec qui a 83 shooting plus, même si, genre, il peut faire tous ces autres trucs à côté. Oui, genre, c'est pour avoir. En vrai, oui, même Jalen intouchable, je sais pas si je suis d'accord avec Guillaume là-dessus, par exemple. Oui, je Mais peux- oui, au moins SJ, ouais, j'y. Ouais, C'est le seul souci que j'aurais pas. Guidi, ouais, je suis d'accord parce que du coup, Oui, en plus, c'est un joueur qui, j'ai l'impression, malgré son inefficacité, a quand même une bonne valeur en NBA de par tout ce qu'il fait oui, oui, d'autre. oui, Et du coup, bien peut-être sûr. que tu peux mettre un pic en moins et ça te fait un asset en plus à envoyer pour, Bah, pour, surtout euh, que pour autre chose. avoir et Lillard et SGA et Guidi, ça sert à rien. Oui, Il y en a un de trop là. Pour, potentiel. Bref, sur ça, le côté un peu. je suis pas sûr, mais Et en gros, dans lequel tu gardes, en gros, bah, je pense que le seul qui est vraiment intouchable, c'est LG. Après, on peut discuter sur peut-être Jalen ou Chet, parce que Chet, ça laisse un peu un trou que tu pensais avoir comblé avec son arrivée, mais dans tous les cas, je pense que ouais, le seul qui bouge pas, c'est SGA. Après, quant à Lillard, la présence de n'importe quel joueur est largement assez, quoi. après, est-ce qu'avec Jalen Williams, justement, comme dit Jedi et Padawan, est-ce que tu peux pas avoir un Michael Bridges, éventuellement Jalen Brown, même, bon, Jalen Brown, je Après, sais pas, mais mec, Michael, la moitié, c'est qui comprend ce que fait les Nets. Je pense que ça nous aiderait à savoir ce qu'ils veulent en échange, mais hmm, À l'inverse, enfin dans le prolongement, pardon, moi je suis assez d'accord. Si je dois lâcher Chet, même si c'est un peu une question, on sait pas trop ce qu'il vaut, mais faut s'assurer que dans le trade qui suit, t'as un peu ce profil quand même de protecteur de cercle, même si c'est pas obligatoire, mais de défenseur hmm. poste 4-5 un peu fort, quoi. Sinon, je serais chiant. non, clairement, là, tu perds un truc que tu penses avoir comblé avec son arrivée. Ouais. Après, quand tu fais un gros trade, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que t'es rarement contender l'année même. Donc c'est peut-être aussi le prêt à payer d'avoir une saison où ton effectif il est pas complet, quoi. Bah, un mec qui Euh, défend en drop, tu vas plus facilement en trouver qu'un Damien Lillard dans tous les cas. Donc au pire des cas, Clairement. tu l'envoies, Chet, hein. Oui, oui, si tu trouves derrière, c'est prenable. Je suis d'accord. Il y a Javal Magui qui a été coupé, c'est parfait en plus, c'est l'occasion là. Ouais. A une valeur sûre après sa saison passée. T'as quand même un des équipes hein, qui, dans l'année qui suivent le trade, sont championnes hein, ces dernières années. Les Lakers en 2020 sont quand même champions quand ils prennent Anthony Davis. Et sauf erreur de ma part, Joe Holiday, il doit arriver Ouais, l'année du titre aussi. Donc ouais, exact. ça peut aller vite quand même, hein. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que je pensais à une trade deadline parce que ça me paraît mort dans l'œuf de le faire maintenant. Mais Ouais. oui, s'il a lieu maintenant, oui, je pense que tu peux jouer le dit parce qu'il y a le temps de te retourner. Par contre, quand il arrive en cours de saison, par exemple, l'exemple récent de Kevin Durant, généralement, tu as trop lâché de joueurs clés pour arriver vraiment à te rattraper sur la saison même. Ouais. Guillaume a ajouté Toronto 2019, Miami 2020, Phoenix 2021. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal Boston qui. 2023. Ouais, ça se tient. Phoenix 2021. C'est Chris Paul, Phoenix 2021. Ouais, ouais, non, je pensais au titre, hein, excusez-moi, je pensais que c'était une vanne. Non, c'est pas une Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter sur ce sujet? Bah, il y a peut-être le sujet des Pels quand même qu'on avait un peu abordé. On va peut-être pas y passer autant de temps, mais on peut peut-être en dire un mot. Déjà, ils ont Euh, moins de pics de draft. Ils ont moins de ouais. certitude sur leur franchise player, Zion, qui est pas toujours là, disons. Et Brandon Ingram, est-ce qu'aujourd'hui c'est ton franchise player? Je ne pense pas, perso. Ouais, donc c'est plus compliqué les Pelicans. J'hésitais à mettre que le Thunder pour être honnête, parce que effectivement, comme je dis, il y a beaucoup moins de tours de draft. Il y en a déjà une bonne partie qui ont été utilisés. Et il y a la problématique que tes deux joueurs principaux sont tous les deux plus ou moins injury prone. Donc je comprends que tu puisses avoir plus de mal à bouger. On va dire que le seul avantage que les Pelicans ont pas mal de vétérans qui ont de la valeur et qui pourraient être faire partie des échanges et avoir une certaine capacité à augmenter leur valeur d'échange. Des joueurs comme Valanciunas, CJ McCollum ou même Brandon Ingram. C'est des joueurs que je pense que tu peux échanger et tu peux imaginer avoir une partie honorable en compagnie de tour de draft, quoi. McCollum, vu ses dernières saisons à New Orleans, je suis pas sûr que sa valeur soit très élevée. Ah non, seul non. Par contre, si tu ajoutes par exemple, je sais pas, le premier tour de draft Ouais, oui, oui. de X équipe en 2025 et celui d'une autre équipe en En plus, 2027, je sais peut-être que ça pas peut ce aider à qu'il a chercher comme plus. contrat, mais c'est même potentiellement un asset négatif où t'es déjà obligé de rajouter quelque chose rien que pour t'en débarrasser, quoi. Après, je sais pas si notre avis sur McCollum il est généralisé.
Alors, parce que j'ai l'impression que c'est quand même considéré encore aujourd'hui en NBA comme un joueur qui a un certain poids, même si on n'est pas forcément fan de son profil ici. Donc je sais pas trop dire. Ouais, non, je pense qu'ils se sont rendus compte quand même des limites là avec l'âge en plus, c'est assez évident. Mais moi, le truc qui avec les Pels, c'est potentiellement en fait ils ont juste un MVP slash top 3 joueurs de la ligue. Bon, bah, le problème c'est qu'il tient pas debout plus de 20 matchs, mais pour moi, dans l'autre sens, autant OKC je comprends pas trop pourquoi ils attendent. Autant si tant que j'ai Zion dans mon effectif et tant que j'arrive encore un peu à y croire et qu'il y a encore des signes positifs qui me laissent penser qu'il peut tenir une saison, ou tant que j'ai pas, enfin, je suis pas allé au bout du truc, ouais, je laisserai pas tomber. Mais ça, c'est peut-être un côté un peu Non, mais utopique l'idée, que je j'ai, pense, mais c'est pas pour moi, d'échanger c'est. Zion, hein. Au contraire, l'idée, c'est d'aller chercher des joueurs autour de lui. Enfin, je pense que c'était ça. Dans ma tête, c'était ça. Est-ce que les Ok, mais Pels, du coup, c'est quoi que tu bazardes? Moi, je base plus les lignes arrière, tu vois, c'est McCollum ou à l'intérieur, Valanciunas pour trouver des joueurs qui sont plus adaptés à la présence de Zion. Ouais, Mais ok. l'idée pour ah, moi, McCollum, c'est je tout pense. autour de Zion. Donc, même Brandon Ingram, je peux les changer si j'ai mieux, quoi. Est-ce que tu Hmm. échanges aussi du coup Herb Jones qui apporte assez peu de spacing mais qui est un excellent défenseur Et rien, quoi. Donc, c'est cool. Je trouve qu'Aaron Jones et Trey Murphy, c'est des joueurs, c'est dur de s'en débarrasser parce que enfin, je vois mal comment tu peux être gagnant. Sauf si vraiment ils te permettent de monter quelque chose d'énorme. Mais ce genre de défenseur pour aller au titre, je trouve que c'est génial, quoi. Guillaume qui demande Ingram contre Jalen Brown, qui dit non et qui dit oui. Hmm. Oh, oh là là. Oh, je sais pas. Ah, Avec ou sans je le prends Ouais. contrat Jalen de Brown tous Brown? les jours. Je prends Jalen Brown tous Ah les jours. ouais? Ah oui, non, Jalen Brown, faut pas se baser que sur une saison. C'est Après, Non, un... bah, ok, bah merci. ouais, Jalen Brown, du coup, hein. Non, mais Vas-y Azad, allez, lance-toi. Non, non, c'est pas ça. C'est plus, je connais pas assez. En fait, je connais pas assez les limitations d'Ingram et je connais trop celles de Brown. Et faudrait étudier plus en détail clairement Ingram. Mais enfin, en tout cas, là, en connaissant pas assez Ingram et en connaissant très bien Jalen Brown, Tu te poses la question. je prends. Ouais, je me pose bien la question. Là, tu vois, j'ai pas les chiffres en tête de Brandon Ingram sur efficacité, sur catch and shoot, sur sa valeur off ball. J'ai vu qu'il avait pas mal ajouté de playmaking et de passing cette saison. Mais tu vois, même après en défense, on s'en fout parce que au pire des cas, tu perds pas. En tout cas, c'est sûr que tu perds pas. Mais enfin, ouais, non, vraiment, je pense que soit je sais pas, soit je prends Ingram. Bah, disons Mais qu'avec ouais. Ingram, tu as un joueur qui est très irrégulier en adresse, notamment à distance. Et moi, ce qui me gênerait, c'est qu'en fait, hormis sa saison rookie, c'est un joueur qui a jamais dépassé un match en carrière sur une saison. Et la plupart, c'était 45, 50, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que pour construire une équipe, c'est un petit peu compliqué. Ça fait partie des trucs sur lesquels tu peux pas faire l'impasse. Quand tu as un joueur qui joue en moyenne 55 matchs par saison, pour moi, tu dois t'en débarrasser, quoi. Ouais, ça s'entend. sur Brown, si jamais ça vous intéresse, j'avais eu une discussion sur Twitter avec Edwin Jackson et j'avais fait pas mal de petites analyses, de stats avancées un peu pour voir la question de la régularité de Brown, notamment en playoff, pas en saison régulière, mais en playoff, qui était avant cette année, et qui montrait quand même que Brown avait quand même une bonne régularité, enfin une très bonne régularité dans ses performances en playoff, qui laissait quand même penser que c'était un joueur plutôt fiable pour les playoffs. Alors, c'est pas validé cette année, mais je pense que c'est plus mental qu'autre chose. Euh, moi, Ingram, enfin, c'est un joueur magnifique à avoir joué, mais je trouve que ses limites viennent assez vite. Pour finir, juste pour les Pelicans, quand même, moi je pense que la question qui se pose, eux, c'est que vaut leur effectif au complet. Ce qui est facile à dire, mais ils sont combien au moment où Zion se blesse? Je crois qu'ils sont assez hauts de mémoire. Je crois qu'ils sont troisième à l'ouest, si je dis pas de bêtises, ou quatrième. Je saurais pas te dire. Faudra regarder, mais je crois que c'était ça. Donc il devait être assez haut. Je crois que le bilan avec Zion devait être un truc comme 11 défaites, 18 victoires ou 19 victoires, quelque chose comme ça. Donc avec un effectif qui avait du mal enfin qui avait besoin encore de mieux se connaître. Donc il y avait quelque chose d'un peu prometteur pour eux, je pense. Et le deuxième élément, c'est quand tu dis Jérém que la première voire la deuxième star sont un peu injury prone. Le problème c'est que c'est le premier, le deuxième, voire le troisième. Allez, si Gest allait ça allait un peu mieux. Le quatrième, Jonas, enfin ça va très très loin. Donc tu peux même te poser la question si cet effectif est pas un peu
un peu morné, quoi, et s'il faut pas un peu tout reconstruire. Et donc là, plutôt garder tes pics pour essayer de voir ce que t'en fais, quoi. Ah oui, non, la question se pose beaucoup plus pour eux, je suis d'accord. Le truc, c'est juste que pour moi, dans cet effectif-là, le seul dont je suis sûr qu'il a un niveau de première option et de MVP, c'est Zion. Et après, Brandon Ingram, deuxième option, où est le plafond, où est le plancher? Et effectivement, si je dois prendre le pari, de toute façon, c'est tout pour Zion, quoi. C'est pas autre chose. Je pense pas qu'il y ait d'autres scénarios où ça puisse donner quelque chose. Guillaume qui demande si on a le droit de faire le bilan de David Griffin en GM à part le fait d'avoir acheté le first pick en 2019. C'est vrai que Ouais, c'est quand c'est même pas- assez catastrophique. Après, c'est un peu l'histoire des Pelicans, c'est-à-dire que même quand il y a des effectifs qui sont intrigants, de toute façon, ils jouent pas. Donc, bon, je sais pas trop à ce niveau-là. On a fait le tour de la question, du coup, je pense à peu près. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc, une dernière chose sur ce sujet? Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. On a encore trois sujets et par rapport à ce qu'on a annoncé, on est bien en retard. En fait, de toute façon, je Ouais. pense que les réponses, on va les avoir assez Allez, vite. Donc, rapidement, Jérém, Ingram ou Jamal Murray? ouais, je l'ai vu. Je me suis dit, est-ce que je réponds? Bah, là, je pense que il y a quelques années, ça aurait pu me poser des questions. Là, je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Par contre, le Ingram ou Aaron Gordon, je suis plus en difficulté. Je, Oui, je bah pense quand que je même. garderai Aaron Gordon quand même. C'est vrai. Oh, c'est trop mignon. Oui. Ah, tu parles à un mec qui a toujours pas digéré le départ de Gary Harris, donc à un moment donné, l'objectif, c'est bon. Et Jokic ou Gary Harris, du coup? Je sais pas, j'ai mes limites quand même. Bref, Guillaume qui va de sa liste, on va le laisser Voilà, faire là, sa liste c'est-à-dire, on tranquille. n'arrête plus, hein.